L'image, effectivement, elle est très mauvaise. Je pense que ce qui est ressorti, me semble-t-il, du colloque très nettement, c'est la difficulté à parler de ce que c'était que l'industrie. Effectivement, le manque de mots, le manque de représentation. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, en tant que chercheur, on est effectivement interpellé. C'est comment est-ce qu'on parle de l'industrie. Et à notre niveau, à l'École des Mines, dans l'équipe dans laquelle je suis, c'est aussi comment est-ce qu'on parle de l'entreprise. Et du coup, effectivement, la question de l'industrie en tant qu'elle est, je dirais, c'était un peu le thème que je voulais développer, régénératrice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une industrie qui serait ancienne, future, nouvelle. Ce n'est pas une technologie contre un service ou un type de technologie contre une autre. S'il y a une industrie, la thèse qu'on peut défendre dans une culture et dans un mouvement de l'innovation intensive, c'est l'industrie qui sera capable d'être robuste, d'être pérenne, c'est-à-dire aussi de réinventer en permanence ces métiers, ces technologies, c'est la culture qui va avec. Donc, en fait, une possibilité, effectivement, c'est d'essayer de redéfinir, de réaccrocher la notion d'industrie en disant c'est ce qui est capable de régénérer les technologies, les métiers de demain. Michel Dansette, sur cette même question. Oui, alors nous, effectivement, on est un petit peu au cœur du sujet puisque nous construisons des usines depuis 2 siècles et donc on a une perspective historique et géographique également puisqu'on construit des usines partout dans le monde. Et en 2012, à l'occasion de notre bicentenaire, nous avons créé un observatoire FIV des usines du futur. Et en particulier, nous organisons des sondages réguliers des populations et en particulier comparatifs entre la France, la Chine et les États-Unis sur la perception de l'industrie et des usines. Donc vous pouvez aller voir les résultats de ces sondages sur un site qui s'appelle lesusinesdufutur.com. C'est particulièrement illustratif de voir l'écart considérable de point de vue entre la population française et la population américaine ou chinoise, qui voit en Chine, aux États-Unis, on voit réellement l'industrie comme promoteur de progrès, comme développeur d'emplois, comme vraiment une solution à beaucoup de maux sociétaux, alors qu'en France, au contraire, on considère plutôt l'usine et l'industrie comme la source de tous les maux, de catastrophes écologiques ou sociétales. Une autre remarque, c'est que quand on va dans les régions et qu'on écoute les industriels, bien souvent, on entend des PME qui disent « mais je n'arrive pas à embaucher ». Donc c'est vraiment, c'est terrible d'entendre ces... moi j'étais en Alsace en début de semaine, là, ce sont des milliers d'emplois industriels qu'on n'arrive pas à pourvoir parce que effectivement, ou bien les formations ne sont pas adaptées, ou surtout, une fois qu'on forme nos jeunes, finalement, ils vont dans d'autres secteurs que l'industrie. Donc on a un énorme souci, je pense, d'acceptabilité, d'attractivité plutôt. Et peut-être faut-il aussi sortir un peu des cercles parisiens. Et finalement, bon, ce genre de réunions sont très agréables, mais on reste toujours un peu entre soi finalement. Et si on pouvait organiser les mêmes, peut-être un peu plus dans la France profonde, peut-être que ça permettrait justement de... C'est où la France profonde? Ben écoutez, dans les régions, aller parler auprès des jeunes, dans les écoles, etc. Et on a tous, bien sûr, quelque chose à faire. Nous, les industriels, vous, les journalistes, les médias, les professeurs, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose de particulier à la France. En Allemagne, on est fiers de travailler dans l'industrie, qu'on soit technicien, ingénieur, etc. Bon, en France... Bon, lorsqu'on travaille dans une usine, effectivement, bon, c'est plutôt un peu... Enfin, parfois, même socialement, on est un peu déclassé, si je peux me permettre cette expression. C'est assez dramatique. Alors même que, en même temps, les usines ont fait d'énormes progrès. C'est-à-dire que les usines sont beaucoup plus propres. On y fait des métiers beaucoup plus intéressants qu'auparavant. Et le lien social dans les usines est bien supérieur à ce qu'on peut avoir dans certaines sociétés de services. Voilà, donc je pense qu'au-delà de toutes les technologies, etc., c'est un élément sociétal très important sur lequel il faut qu'on travaille tous. Geneviève Ferrand-Creuset sur cette même question, puis après François Bourdoncle, bien sûr. Alors, sur l'image de l'industrie, ce qui est vrai, c'est qu'on a tendance à la considérer comme étant prédatrice de ressources, donc c'est une image de prédation. Attachée à cette image, il y a probablement aussi un décalage dans le temps, elle est associée à une imagerie
une iconographie ancienne et datée, puisque l'usine du futur dont vous parlez, on a du mal à se la représenter finalement. Il y a relativement peu d'exemples qui seraient donnés à voir en dehors de salles blanches d'électronique. Donc, qu'est-ce que pourrait être cette usine du futur? Dans ce que vous avez dit, d'ailleurs tous les deux, les liens avec son écosystème, et ça, c'est évident que l'industrie, elle est perçue comme étant prédatrice et même, je dirais, hors sol. Donc, elle est en apesanteur par rapport à un écosystème social territorial. Et je suis frappée de voir que cette espèce d'absence de rencontre entre les industriels dans un territoire et les hommes ou les politiques ou les associations, souvent, ils sont dans une sorte de coexistence, mais certainement pas de synergie, en se disant mais comment est-ce qu'on peut créer des ressources au sens large et créer de la valeur au sens ou des valeurs au pluriel. Donc, il y a une mauvaise réputation qui est accrochée à l'industrie. Et bien sûr, sur le plan environnemental, donc sur des sujets que je connais un peu plus, on a toujours l'impression que les industriels, finalement, ils se mettent en mouvement quand la réglementation arrive, quand elle est inéluctable ou qu'ils sont rattrapés, entre guillemets, par la police. Et ça accroît aussi cette image, finalement, pas d'irresponsabilité, mais en tous les cas, voilà, cette image de prédation et peut-être de rapport de force qui serait toujours donc, au détriment de ceux qui essayent de poser des sujets d'acceptation sociale, environnementale. Et je partage, quand on rentre dans une réflexion sur l'industrie de demain et l'écologie industrielle dont vous avez mentionné, on voit qu'on est dans un monde de solidarité, dans un monde de mutualisation, dans un monde d'intelligence collective qui est complètement à contre-pied avec cette mauvaise image. Donc il y a effectivement un gros travail de relégitimation de l'industrie. Et le point de vue de Monsieur Numérique? Alors, Monsieur Numérique, il pense que le monde numérique, alors essentiellement américain, est en train de redéfinir ce qu'on peut appeler l'industrie. Dans le sens où on a de plus en plus de mal à savoir ce qui relève de l'industrie et du service dans cette nouvelle économie qui est une économie effectivement tirée par les usages, comme Pierre le rappelait. Si vous regardez Google, est-ce que c'est une société de service? Elle fournit un service, effectivement, moteur de recherche, le courrier électronique, etc. Mais en fait, elle a des data centers un peu partout dans le monde. Si vous regardez Amazon, elle a des entrepôts logistiques aux quatre coins de l'univers et pourtant elle fournit un service. Si vous regardez Facebook, ils sont à la pointe de l'innovation en termes de refroidissement des data centers, par exemple sans refroidissement actif, en laissant passer l'air, le flot de l'air dans les pays où il fait frais. Si vous regardez, par exemple, Apple a annoncé aujourd'hui un deal de 850 millions de dollars avec First Solar, qui est la plus grande société qui finance le déploiement de panneaux photovoltaïques chez les particuliers aux États-Unis, pour fournir sur 25 ans l'équivalent de, c'est ça que je recherchais en me faisant gronder sur mon portable, 130 mégawatts de puissance pendant 25 ans pour tous les data centers d'Apple aux États-Unis, les bâtiments industriels, etc. Donc quand vous parliez d'écologie, etc., non seulement ils réinventent ce que c'est qu'une forme d'intégration complète de la chaîne de fabrication de services jusqu'à la vente et la relation client, dans un usage connecté numérique, mais en plus, ils investissent également dans les technologies les plus écologiques et les plus futuristes. Si vous regardez, par exemple, et alors ce qui est très frappant pour moi aujourd'hui, c'est que quelqu'un comme Elon Musk, par exemple, qui est le fondateur de PayPal, que je considère être l'homme le plus dangereux aujourd'hui du monde. Il est dangereux pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est multimilliardaire, ensuite parce qu'il a un tempérament messianique, et enfin, donc il a les moyens de ses ambitions, et ensuite parce qu'il fait des paris dans l'industrie, tout ce qu'il y a de plus lourde. Et si vous regardez ce dans quoi il est aujourd'hui, il est dans les voitures, Tesla, vous avez tous entendu parler, les voitures 100% électriques. Il y a 3-4 taxis à Paris qui ont des Tesla, d'après mes renseignements, parce que je prends beaucoup le taxi, donc j'en profite beaucoup pour... Et je prends Uber et G7 et je compare. Je fais parler les uns sur les autres sur les uns. Donc je sais qu'il y a 3 taxis à Paris qui ont 350 km d'autonomie. C'est parfait, puisqu'à Paris, c'est 150-200 km par jour. Donc c'est absolument parfait pour les taxis. Donc SpaceX, la voiture, ensuite SpaceX Tesla, ensuite SpaceX, les fusées, un fusée léger, lanceur léger.
dont le coût de mise en orbite aujourd'hui, alors je pense sous le contrôle de Louis Gallois, je suis venu avec mon casque à pointe et mon gilet pare-balles, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui savent des choses dans cette salle, mais dont le coût de mise en orbite est en gros de $10 000 le kilo, et Ariane 5, c'est plutôt le double, d'où Ariane 6, qui a été revu pour faire un lanceur un peu plus économique. Il est également dans les transports terrestres. Il vient de lancer la construction d'une ligne pour expérimenter un projet qui s'appelle Hyperloop, qui est l'idée de faire un TGV sous vide. J'espère que ça ne prendra pas l'eau, sans mauvais jeu de mots, mais sous vide à 1100 km/h. Il est en train de lancer une galaxie de 700 satellites non géostationnaires, c'est-à-dire à orbite très basse, avec une latence beaucoup plus faible, pour fournir l'accès Internet aux pays qui n'ont pas d'infrastructure telco performante. Et donc ça, c'est quelqu'un qui vient du monde numérique et qui veut aller sur Mars avec ses fusées, accessoirement aussi. Donc c'est quelqu'un qui est, vous le voyez, dans l'industrie, tout ce qu'il y a de plus lourde. Il a co-investi avec Panasonic dans une usine de fabrication de batteries ion lithium dans le Nevada. Le Nevada a donné $1 milliard pour aider à la mise en place de cette usine-là. Il construit la plupart des pièces de ses voitures lui-même. Donc, il est vraiment dans l'industrie, tout ce qui est le plus traditionnel. Et on voit déjà les impacts sur Ariane 6. Et je finis juste en disant qu'on commence... Et par ailleurs, il est également propriétaire de SolarCity, donc qui est le numéro 3, si je ne m'abuse, derrière First Solar, avec qui Apple vient de faire le deal sur la fourniture des 150 mégawatts de puissance. Et Google vient d'investir 10%, prendre 10% du capital de SpaceX, sur une valorisation de $14 milliards ou 18, je ne sais plus. J'ai essayé aussi, avant de me faire rabrouer, là aussi, de vérifier mes chiffres. Donc, vous voyez que il y a certains entrepreneurs du numérique qui investissent de manière lourde dans l'industrie lourde, avec des valorisations qui sont toutes en dizaines de milliards de dollars. La vitesse à laquelle des valorisations de dizaines de milliards de dollars arrivent actuellement est absolument saisissante. Vous regardez par exemple des sociétés comme, pas Xiaomi, mais son concurrent... Le concurrent de Xiaomi, s'il vous plaît, dans le public. Alibaba ? Non, pas Alibaba, le fabricant de... Pardon ? Non, mais c'était bien Xiaomi, pardon. Valorisation de 40 milliards de dollars en 5 ans, c'est-à-dire un vingtième de la valorisation boursière d'Apple. Donc, et je finis juste pour dire que effectivement, on voit qu'en gros, ces industriels venus du numérique qui investissent dans l'industrie lourde commencent à se rapprocher des gens qui sont vraiment des vrais numériques, même s'ils gèrent une industrie, dans une logique de conquête du marché. Et donc, les gens, les utilities, par exemple, vont se voir. Et je vous rappelle que Google et Uber, et on murmure bientôt Apple, sont en train de travailler sur la voiture électrique sans chauffeur. Donc, la manière que j'ai personnellement d'analyser ce qui est en train de se passer, c'est des gens qui sont en train d'investir sur le très long terme, à coût de milliards de dollars, des investissements extrêmement risqués. Et s'ils y arrivent, ils capteront des rentes, la rente de la mobilité en milieu urbain, la rente de l'énergie, la rente, etc. Et en face d'eux, nous avons un capitalisme, une forme de capitalisme plus policé qui se développe sur des dizaines d'années, financé par le marché, avec un terme qui n'est pas la dizaine d'années, mais le trimestre, avec des chefs d'entreprise qui sont beaucoup moins, je dirais, à même de faire bouger leurs boutiques parce qu'elles sont cotées, parce qu'il y a des actionnaires, parce qu'il y a des gouvernements, des syndicats, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, comment fait-on pour réagir à cette forme de capitalisme extrêmement agressif qui commence à s'inviter dans le monde physique, réel? Et vraiment, la dernière chose, si vous regardez ce qui est en train de se passer... Ce qu'il n'a pas compris, c'est que sa fesse gauche est directement accessible. c'est que quand même, ce que fait un Elon Musk aujourd'hui, c'est vraiment, ça a trait à la mobilité physique, les voitures, les TGV, les fusées, etc. Et ce qu'ont fait les autres avant, c'est plutôt l'électricité. Donc on a l'impression d'avoir deux révolutions industrielles à nul, c'est-à-dire la révolution des chemins de fer et la révolution de l'électricité, en même temps, avec un potentiel disruptif qui risque d'être probablement assez violent. Petit sondage sale. C'est là que je vais voir si vous avez lu le bouquin ou pas. Qui pense qu'on est dans une société post-industrielle? Levez la main. C'est bien, ils ont tous lu le livre. C'est bien. Pierre Velt, c'est content. On n'est pas dans une société post-industrielle, vous l'avez compris, nous sommes dans une société
hyper industrielle. Vous avez signé 2 articles dans le livre, Pierre, à ce sujet-là. Est-ce que, rapidement, vous pouvez nous en déterminer les caractéristiques et quels seraient les enjeux pour la France de cette société hyper industrielle? Est-ce que j'ai le droit de revenir une seconde sur la discussion précédente, rapidement, sur l'image de l'industrie, parce que je suis sous le choc d'une visite que je viens de faire dans le bassin minier du Pas-de-Calais, où je travaille également, pas uniquement sur Saclay. Et j'ai rencontré des responsables de grands lycées techniques et lycées généraux, et je leur ai demandé quels étaient leurs objectifs stratégiques. Et ça se résume à une chose, c'est permettre à ces jeunes de quitter le territoire et de sortir du monde industriel. C'est-à-dire, on a le discours, y compris dans une région comme ça, où effectivement peut-être le passé de l'industrie est lourd à porter, de dire, eh bien, le critère de réussite, c'est le moins possible de gens dans les filières courtes, le plus possible de gens dans les filières longues, et dans les filières longues, mon indicateur, c'est combien vont aller à l'université, etc. Bon, moi, j'ai rappelé que peut-être il y avait un sujet qui était de fournir du boulot à tous ces jeunes qui étaient là. Et après, Madame la proviseure du lycée, il y avait une industrielle de la logistique qui disait qu'elle n'arrivait pas à recruter des caristes sur le territoire. Donc ça interpelle, quoi. Voilà. Alors, je sais pas, la question c'était. La question c'était la société hyper. Le mot hyper industriel, il n'est pas très joli. Il est même, il est assez moche et un peu prétentieux. Peut-être l'idée, c'est de dire il faut qu'on trouve un nom pour cette chose qui n'est plus l'industrie, qui est un mélange d'industrie, de services et de numérique. Voilà. Et ça veut dire aussi que finalement, on n'est pas non plus dans la rupture, comme l'idée de post-industriel le laissait entendre, parce que quelque part, c'est aussi des approfondissements de l'histoire longue de l'industrie. C'est-à-dire, considérer que l'histoire de l'industrie, c'est ce qu'on a connu au XXe siècle, c'est-à-dire le modèle, disons, de production de masse, etc. C'est un moment dans l'histoire, c'est au fond un moment dans l'histoire de l'industrie. Et si on prend le volet écologique que vous avez évoqué, on voit bien qu'une des grandes constantes de l'histoire industrielle, c'est l'économie de ressources. Alors, c'est peut-être pas l'économie circulaire sous la forme où on le dit aujourd'hui, mais c'est quand même une des bases fondamentales de l'industrie dans toute son histoire. Alors, parfois, on a massacré les ressources naturelles parce qu'on considérait qu'elles étaient gratuites. Mais l'idée qu'il faille économiser les ressources est quand même finalement... donc pour moi, il n'y a pas de contradiction de fond, je vais dire presque philosophique, entre une perspective d'écologie industrielle aujourd'hui et la perspective industrielle, à condition qu'on la détache un peu de cette image. Voilà. Quand on lit vos articles, il y a beaucoup de mots qui se terminent en sion. C'est-à-dire que vous dites la société hyper-industrielle va privilégier la coopération, la négociation, la consommation collaborative. Il y a tous ces mots il y a un autre mot qu'on va beaucoup entendre chez les uns et chez les autres qui sera mutation aussi. C'est tous ces mots-là. Il y a aussi le mot écosystème. Alors, qui est mutualisation. Mutualisation. C'est-à-dire que je crois que ce qui est aussi très nouveau, c'est que les systèmes industriels étaient extrêmement segmentés. En France en particulier, on a beaucoup séparé. Si on compare par exemple l'industrie automobile allemande et l'industrie automobile française, en France, on a séparé les centres de conception physiquement des centres des usines. Alors, on avait la chance d'avoir une main-d'œuvre disponible dans la vallée de la Seine ou dans la grande périphérie de Paris. Il fallait sortir de Paris la production parce que ça devenait très compliqué de gérer le marché du travail des ouvriers qualifiés dans Paris. Après la guerre, on a gardé évidemment les centres de conception à un endroit et on a mis les usines ailleurs. Aujourd'hui, vous allez à Stuttgart, la grande différence, c'est que vous avez dans le même périmètre les centres de conception, les usines de montage, les usines de mécanique, et puis une grande partie des sous-traitants. Et vous avez là un écosystème territorial extrêmement identifié au territoire, qui fait qu'aujourd'hui, le cluster leader du mondial dans l'automobile, c'est Stuttgart, il n'y a pas photo. Alors que si on fait la somme des ressources françaises, sauf qu'elles sont quand même plus dispersées dans l'espace. Ça, c'est un des éléments de cette mutation. Et que, évidemment, qui est assez aussi, on va dire, affine et cohérente avec ce qui se passe dans le monde numérique. Vous dites qu'il faut regarder les choses de manière plus globale. Et Arnaud Montebourg, avec son redressement productif, vous avez trouvé ça un peu caricatural, caractéristique? Non, moi, je suis fonctionnaire, donc tenu au devoir de réserve. Non, c'est difficile pour moi de m'exprimer publiquement. Non, mais il n'y a personne dans la salle. Ils sont 120. Je trouve qu'il y a eu le moment où, par exemple, un peu industrie des 30 Glorieuses,
hein, mais qui après a évolué, je pense, dans le bon sens. Je pense que les plans de la France industrielle, c'est quand même bien que quelqu'un nous parle de redressement productif. Enfin, voilà. Sauf qu'on en a peut-être un peu beaucoup. On évoque l'usine du futur. J'étais tout à l'heure avec des gens qui nous expliquaient ce que c'est que l'usine 4. Le programme 4.0, l'usine du futur en Allemagne. On voit que c'est un programme qui est quand même beaucoup plus centré et décentralisé d'ailleurs sur le territoire que nos X plans de la nouvelle France industrielle, quoi. Ça, c'est un petit peu un sympathique défaut français, c'est qu'on empile des structures, des plans, des machins, puis après on se débrouille avec ça. Mais bon, chacun son genre de beauté, hein. Alors justement, l'usine du futur, Michel Dancette, qui va prendre en compte des dimensions environnementales, on y reviendra, dimensions humaines aussi. En quoi elle va révolutionner un petit peu les métiers, cette usine-là? Alors peut-être effectivement pour répondre à Pierre Vels, on est dans une phase apparemment de concentration des plans industriels. Et sans dévoiler de secret, je pense qu'au mois d'avril, effectivement, on sera vers quelque chose de plus compact et de plus centré sur l'industrie du futur plutôt que effectivement l'usine du futur. Alors effectivement, l'usine du futur, c'est un des sujets naturellement, mais les moyens de production, c'est évidemment très important quand même dans l'industrie, hein, puisque effectivement, c'est difficile d'avoir de l'industrie efficace sans avoir des moyens de production, y compris sur le sol national. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en rend compte. Et donc, l'usine du futur, en fait, répond à trois grandes attentes. Une attente économique qui est l'accélération du temps. On connaît tous l'impatience pour avoir les produits de plus en plus vite. Donc, effectivement, le temps de conception, le temps de mise sur le marché est de plus en plus court et dans tous les domaines. Et aujourd'hui, nous construisons par exemple des usines de production de tôle d'acier qui vont durer 30 ans, alors que le client est incapable de nous dire quelle nuance d'acier il va produire l'année suivante. Ce qui veut dire que la première caractéristique de l'usine du futur, c'est sa très grande flexibilité. Flexible, reconfigurable. Donc ça veut dire effectivement des ateliers, des lignes de production qui vont être un assemblage de machines génériques, connectables, de façon à pouvoir réarranger l'ensemble de ce moyen de production extrêmement rapidement. Donc ça peut aller de changement de quelques minutes, hein, lorsqu'on veut effectivement changer la caractéristique d'un produit, à quelques jours lorsqu'on veut effectivement complètement reconfigurer une usine. C'est également important dans des périodes géopolitiques un petit peu instables. Quand Renault investit en Russie, il est important de savoir que effectivement, la capacité de production peut varier de façon considérable. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, une usine moderne de voitures n'est plus une énorme usine avec 300 postes de travail, mais beaucoup plus modulable, une usine sous forme d'îlot dans laquelle on est plutôt en multitâche. Et là, c'est tout l'intérêt d'avoir de la robotique collaborative, des cobots, permettant effectivement d'avoir des usines qui peuvent respirer et finalement changer d'échelle en fonction du marché, des entrants ou des produits à sortir. Et ça intéresse aussi naturellement des industries beaucoup plus modestes. Je vais vous donner un exemple en Alsace d'une belle PME qui fabrique des panneaux de cuisine, qui s'appelle Salm, qui a investi réellement dans des technologies très innovantes pour passer d'un temps de fourniture de panneaux de cuisine aux particuliers de 7 jours à une journée, grâce à du numérique, à effectivement la connexion à la fois des machines, hein, pour scier, pour déposer le plastique et pour préparer la commande pour chacun, et grâce à une connexion également à des puces qui sont sur chaque panneau, de façon à pouvoir optimiser et suivre la production. Ça veut dire que l'homme est plus en superviseur? Exactement. Donc la conséquence de tout ça, c'est... Alors, l'autre grande caractéristique pour moi de l'usine du futur, c'est que après l'automatisation à outrance, on va passer réellement à une phase plutôt collaborative entre l'homme et la machine pour beaucoup de raisons. Alors d'abord, propre à la France, puisque effectivement, nous avons une démographie importante, nous avons un sous-emploi important, et donc, contrairement sans doute à l'Allemagne et au Japon, qui ont eu tendance à automatiser complètement les usines, nous avons un souci de redévelopper de l'emploi industriel, et donc c'est effectivement une façon aussi de trouver le meilleur compromis entre l'emploi et la compétitivité grâce à une collaboration homme-machine. La deuxième considération est plus humaniste, et nous considérons que
une usine sans hommes deviendrait un peu stérile et que l'innovation, sentir effectivement les évolutions possibles des produits, des machines, des process, etc., n'est guère possible que s'il y a encore des hommes qui sont aux manettes et qui vont sentir, qui vont repérer, qui vont imaginer l'étape suivante de ces ateliers et de ces usines. Donc pour nous, l'innovation veut dire également encore des hommes dans l'usine. Alors bien évidemment, les emplois vont changer. Il y a également l'immense avantage de ces techniques, c'est qu'elles vont permettre d'alléger la pénibilité des postes et qu'aujourd'hui, on voit encore dans le domaine automobile, sur du montage, des postes pénibles. Et donc demain, grâce effectivement à des cobots et à la réalité augmentée, on va pouvoir libérer la pénibilité, mais également le stress cognitif, de façon à pouvoir donner plus de confort aux opérateurs. Alors, moi, j'ai une question, excusez-moi de vous interrompre, mais comment vous imaginez, peut-être que c'est Blanche Segrestin qui va pouvoir nous répondre, comment vous imaginez le travailler ensemble et comment vous imaginez aussi intégrer les syndicats aussi dans cette manière, dans cette usine du futur? Est-ce qu'il y aura des syndicats du futur qu'on va intégrer de manière différente? Est-ce que, Blanche, vous avez un avis ou... Oui. Alors, effectivement, bon, Michel et Blanche. La technologie, c'est facile, on va y arriver, c'est sûr. L'immense frein, c'est effectivement l'acceptabilité, à la fois par les populations vieillissantes. En même temps, c'est aussi un facteur d'attractivité pour les plus jeunes, qui sont habitués au numérique. Mais bien sûr, je vais laisser ma voisine parler plus de ces aspects, plus formation. Non, alors, en fait, il y a un élément qui me frappe dans ce débat. Et je trouve qu'effectivement, c'est très intéressant de voir comment est-ce que se dessine l'usine du futur avec les propriétés désirables qu'on peut y adosser. Mais il y a quelque chose dans le débat là qui me frappe, c'est que vous voyez, on a à la fois parlé de l'industrie, de sa mauvaise image en termes de consommation de ressources, et en même temps, effectivement, quand on parle de la vague du numérique, on réintègre une notion qui est finalement qu'est-ce que ça va changer, c'est aussi en termes de milliards de dollars de ce que ça peut investir. Donc on reste à la fois dans une logique qui est celle de l'investissement, de la production de ressources, et effectivement, et alors que, vous voyez, les exemples que vous nous montrez, que je trouve effectivement fascinants, appellent à un régime de dialogue, de discours qui est assez différent, qui est plutôt se faire rêver autour de Solar City, de SpaceX, et c'est-à-dire, vous voyez, qu'on n'est plus dans un langage de la production ou un langage de simplement l'investissement. Et la difficulté, à mon avis, qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire comment représenter, comment, en fait, pour revenir à cette idée de si l'industrie de demain, c'est celle qui est capable de générer à la fois des technologies, des ressources, des compétences. Et je reviens effectivement, l'idée de mutualisation me semble très intéressante parce que SpaceX ou d'autres concepts comme ça, très mobilisateurs, va produire une série de compétences, de technologies, etc., qui vont effectivement renouveler à la fois les cultures, des connaissances scientifiques fondamentales, etc., donc des communs, des choses qui effectivement peuvent être mutualisées. Et l'hypothèse, en fait, à la fois dans mon labo, c'est de dire on est en fait un peu piégé dans une représentation, dans un schéma de régime productif, quand on parle de l'industrie, au lieu de penser ce qui est le moteur de sa capacité générative. Et alors, le point suivant, c'est effectivement le programme de recherche auquel j'ai eu le bonheur et la chance de participer au Bernardin, ici, sous la direction notamment de Baudouin Roger, qui est là, et Olivier Favreau, nous a permis en fait de poser une hypothèse qui est faute d'avoir eu une théorie à la fois de l'industrie et de l'entreprise qui nous permettent de rendre compte de ce phénomène un peu génératif, de ce vers quoi ce qu'on construit ensemble. C'est-à-dire plus ce qui nous attire. Vous voyez, les concepts que vous avez mobilisés, encore des exemples me semblent très bons. Le progrès vers lequel on veut tendre, on a eu un discours qui a masqué en fait ce qui était finalement le cœur de l'entreprise et sa dynamique et de l'industrie. Et on a aussi aujourd'hui ce qui explique peut-être une forme de désindustrialisation ou de crise de l'entreprise. C'est en tout cas l'hypothèse qu'on pourrait essayer de pousser en disant pour pouvoir en fait réintégrer une forme de réindustrialisation et recoller avec cette image désirable de l'industrie du futur, il faut aussi qu'on réinterroge et qu'on sorte de cette économie trop classique et d'un niveau d'analyse décalé par rapport aux enjeux contemporains.